Merci d'être venu à cette soutenance d'habilitation et diriger les recherches, qui s'intitule Une brève histoire du climat, de l'importance des interactions. Donc, avant de commencer, je vais me présenter brièvement. J'ai plutôt un parcours de biologiste. J'ai passé l'agrégation de SVT en 2002. Et après, j'ai fait un doctorat au LFCE et au LMTG sur les situations extrêmes du néophotovoltaïque. Et 2 ans plus tard, j'ai intégré l'équipe de paléomagnétisme à l'UPGP. Voilà. Et ça, c'est un peu les domaines de travail, enfin les thèmes de recherche que j'ai réalisés durant les 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vous présenter un résumé de mes recherches, mais de me focaliser sur seulement 2 études que j'ai menées, qui sont en fait une illustration de l'importance des interactions dans le système Terre pour comprendre finalement son évolution ou ses perturbations. Alors, pourquoi on étudie les paléoclimats? En fait, c'est d'abord pour comprendre les relations complexes qu'il peut y avoir entre l'histoire de la vie et l'histoire de la Terre. Alors, cette histoire de la vie et l'histoire de la Terre, elle est enregistrée dans les sédiments. Et lorsqu'on regarde cette évolution, notamment de la biosphère passée, on voit qu'elle est finalement assez stable pendant des longues périodes de temps, avec des coupures très brutales et très importantes, qu'on appelle des extinctions de masse aujourd'hui, mais que Georges Cuvier, à son époque, appelait des révolutions du monde, qui a donné lieu à sa théorie du catastrophisme, qui était une théorie qui était basée sur ses conceptions à la fois religieuses et scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations, et notamment on connaît les plus vieux fossiles, qui ont au moins 3,5 milliards d'années, et on sait que la vie a des extrêmes en tolérance de température, ce qui veut dire qu'en gros, depuis 3,5 milliards d'années, on a une Terre qui est habitable. Et ça, c'est très paradoxal. Alors pourquoi c'est paradoxal? Parce que le climat de la Terre est très sensible en réalité. Alors pourquoi il est très sensible? C'est d'abord lié à un processus qu'on connaît bien, qui est l'effet de serre. Cette carte a été établie il y a quasiment 150 ans. Et on sait que cet effet de serre, il dépend de la composition chimique de l'atmosphère, et notamment de gaz très mineurs qu'on appelle des gaz à effet de serre. Alors, les plus connus, c'est le CO2. Il y a de la vapeur d'eau qui est très important, les mineurs qui sont le méthane. Et ces gaz sont extrêmement... Guillaume, Oui, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus distinctement ou peut-être un peu plus face à ton micro parce que des fois ça va, ça vient. ok. Comme ça, c'est mieux? Ouais, comme ça c'est mieux. Ok, alors je vais rester comme ça. Ouais. Donc, c'est des gaz mineurs qui sont très faiblement concentrés. Ils font moins de 0,1% de l'atmosphère d'aujourd'hui. Ce qui fait que finalement, ces gaz qui sont très mineurs contrôlent la température de la Terre et il est donc très facile de changer leur composition. Ça, c'est paradoxal parce qu'on a vu que la Terre est habitable depuis très longtemps. Voilà. Et c'est donc les 2 points qu'on va aborder aujourd'hui. C'est d'abord de comprendre l'habitabilité de la planète Terre alors que ce climat est en apparence très fragile. Et puis, on va prendre complètement le contre-pied de ça. On va regarder les extinctions de masse et à travers un exemple qui est la limite Crétacé-Tertiaire, en regardant les interactions biosphère-géosphère. Donc, on va commencer par le premier point, l'habitabilité. Voilà, donc, depuis quand la Terre est habitable? Cette habitabilité est sans doute très précoce. En effet, si on regarde l'enregistrement isotopique fait sur les zircons de Jacques Hills, qui ont entre 4,4 et 4 milliards d'années, il semble y avoir la présence d'eau liquide sur Terre 200 millions d'années après la création de la planète Terre. Ce qui veut dire qu'on a eu un refroidissement très précoce de la Terre, avec des températures aux alentours de 200-250 degrés, en fonction des estimations. Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est le devenir de ce refroidissement. Est-ce qu'il a été vraiment très intense ou est-ce qu'il est resté modéré? Et ça va donner 2 solutions. La première, c'est d'avoir des océans chauds, donc des océans qui sont vers 60 degrés, et des océans tempérés, autour de 30 degrés, c'est-à-dire des océans comme un peu plus chauds qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est compliqué à expliquer, surtout qu'on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'a aucune idée de la composition de l'atmosphère de l'époque directement. On n'a aucun enregistrement direct. Et donc, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de suppositions pour la reconstruire, cette atmosphère. Alors ici, à gauche, vous pouvez voir les fers rubanés, qui a servi à une étude très contestée et très controversée, mais qui a eu le mérite de lancer énormément d'études et de discussions, qui a été publiée en 2010. Donc, comme cette étude a été finalement le point de départ de beaucoup d'études, je vais me prendre un peu de temps pour vous l'expliquer. En gros, cette étude, elle est basée sur un principe. Déjà, l'absence de sidérite dans les enregistrements archéens. Alors, les sidérites, c'est un carbonate de fer, et son absence est interprétée classiquement
comme la présence, enfin, comme un témoignage d'une faible pression partielle de CO2 à cette époque. Le deuxième élément qui a été utilisé, c'est l'existence de bactéries méthanogènes qui nécessitent un niveau limite, minimum, de dihydrogène dans le système. C'est ce que vous voyez en orange ici. Et enfin, la troisième composante, c'est la stabilité des oxydes de fer, que vous pouvez voir ici, la magnétite, l'hématite. Et en fonction de cette solution, vous pouvez voir qu'il y a un petit carré vert, et ce carré vert correspond à une pression partielle de CO2 maximum d'à peu près 1000 ppm. Alors ça, c'est très problématique. Si aujourd'hui, vous pourriez dire que 1000 ppm, ça ressemble au réchauffement climatique, à l'archéen, c'est vraiment pas pareil. Pourquoi? Parce que on connaît l'évolution de notre étoile qu'est le Soleil. Cette étoile, il y a des réactions nucléaires qui s'y passent et on peut essayer de dire son comportement dans le passé à travers l'étude des étoiles qui nous entourent, aussi avec des modèles théoriques. Et lorsqu'on regarde son évolution dans le passé, on voit qu'entre 2,5 et 4 milliards et 3,5 et 3,8 milliards d'années, donc qui correspond à l'archéen, son activité au Soleil, enfin, en tout cas l'intensité lumineuse qui devait nous parvenir était entre 85 et 75% de la valeur actuelle. Alors ça, c'est une incidence très forte. Et on peut comprendre cette incidence en regardant ce graphique. Ici, il suffit de prendre la pression partielle de CO2 et les vapeurs d'eau qui sont présents aujourd'hui dans l'atmosphère. Et la seule chose qu'on va changer, c'est l'insolation. Et si on change l'insolation, vous voyez qu'en revenant dans le temps, vers 2,5 milliards d'années, on va avoir une congélation des océans qui va se dérouler, élément qui est a priori en contradiction totale avec l'ensemble des enregistrements qu'on connaît sur l'histoire archéenne. Donc, ces éléments, ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du Soleil jeune, ça a conduit beaucoup d'études. Et donc, on a été parmi ces gens qui ont mené ces études. Et pour comprendre et pour évaluer la validité de la théorie de Rosing, eh ben, on a refait des simulations avec des modèles un peu plus complexes. Et on a utilisé notamment dans un premier temps un modèle de climat 3D. Alors, les modèles de climat 3D, vous voyez que on sépare finalement la sphère en mailles, à la fois longitude-latitude, mais aussi sur la verticale. Et basiquement, ce que fait un modèle de climat 3D, c'est résoudre deux choses. La dynamique, en gros le mouvement des enveloppes fluides, océan et atmosphère, mais aussi la physique. La physique, c'est l'interaction entre le rayonnement et les composés de l'atmosphère, des gaz ou même des gouttelettes d'eau, qui sont les nuages. Et à partir de là, on va pouvoir calculer la température dans chacune de ces points de maille, et on va pouvoir voir si finalement le comportement de la Terre correspond à ce qu'avait dit Rosing. Alors, on a dû l'adapter à l'archéen. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va aller vers des hautes teneurs de CO2 ou des hautes teneurs de méthane, ce qui nécessite beaucoup de travail sur la validation des codes radiatifs, ou même on a fait aussi des petites adaptations pour représenter l'archéen. On pourra en discuter plus tard si vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que ça donne si on reprend les travaux de Rosing par rapport à une simulation prenant en compte un climat 3D? On se rend compte que lorsqu'on refait les résultats de Rosing, on a bien une réduction en température qu'on peut voir avec ces petits carrés rouges. Chaque carré rouge est une simulation. Et vous voyez qu'en gros, on a une diminution de la température qui est directement proportionnelle à la baisse d'insolation. D'accord? Et puis vous voyez, vers 3 milliards d'années, il y a une espèce de rupture dans la pente, très abrupte. Et ça, en fait, c'est un comportement qui est très bien connu depuis les années 70 dans le système Terre. C'est lié à la rétroaction de l'albédo de la glace. Alors, c'est assez simple. Vous savez tous que l'eau, à partir de l'isotherme 0 degré, elle va changer d'état, soit les solides, soit les liquides. Une eau liquide, c'est un albédo de 0,1, donc ça absorbe 90% de rayonnement incident. Une eau solide, c'est ce qu'on appelle de la banquise, ça va avoir un albédo de 0,6, donc ça va absorber uniquement 40% de l'énergie incidente. Et ce qui va se passer, c'est que si votre banquise, en débutant en refroidissement, reste à haute latitude, vous avez encore les basses latitudes qui restent assez chaudes, et donc votre système reste stable. Mais par contre, dès que votre banquise arrive aux basses latitudes, aux environs de 30 degrés, eh bien, vous allez avoir une zone de fort albédo, dans une zone où on reçoit le plus d'énergie. Et donc, ça va entraîner un refroidissement irréversible de la Terre, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Et c'est ce qui se passe en fait à 3 milliards d'années. Donc, ça veut dire que finalement, les résultats de Rosing sont instables pour un processus qu'on connaissait très bien, qui était la rétroaction de l'albédo terrestre, qui est liée aux propriétés de la Terre, qui est qu'il y a une abondance d'eau liquide sur Terre. Donc, on essaie de résoudre ce problème. Et en résoudant ce problème, on a fait deux hypothèses en prenant en compte l'insolation de l'époque, donc celle du début de l'Archéen. On a considéré une atmosphère qui était essentiellement contrôlée par le CO2, c'est ce que vous pouvez voir en bleu, et une atmosphère qui est à la fois contrôlée par le CO2 mais des hautes valeurs de méthane,
avoir des hautes valeurs de méthane, ça suppose que l'atmosphère était réductrice, parce que le méthane, c'est un état réduit du carbone. Donc, en fonction de ces deux solutions, on voit qu'on a une infinité de solutions possibles. La seule chose que ça exclut, c'est des faibles températures et des faibles valeurs de PCO2. On voit qu'en dessous d'un certain seuil, on ne peut pas avoir une Terre qui est habitable, a priori, et on voit que c'est à peu près 50 fois la valeur qu'a estimée Rosing. Le seul problème, c'est que ça ne va pas résoudre notre problème sur quelles sont les conditions de vie sur Terre à l'Archéen. Et pour ce faire, on doit considérer autre chose, et c'est là que c'est important, c'est les interactions entre l'atmosphère et la géosphère, parce que la pression partielle de CO2 est régulée. Et cette régulation, aujourd'hui, elle est régulée par un cycle inorganique du carbone, qui a une propriété très intéressante. Donc, si vous voyez à droite le petit volcan, ça veut dire que c'est la source de carbone du système, qui est indépendant du climat. Par contre, vous voyez qu'aujourd'hui, la source de carbone du système, c'est ce qui est à gauche sur les continents, c'est l'altération des silicates. Et ça, c'est un puits qui est dépendant du climat. Et donc, vous avez une source qui est indépendante, un puits qui est dépendant du climat. Et ça va faire une boucle de rétroaction stabilisatrice. C'est ce qu'on appelle le thermostat terrestre. Alors, si on veut comprendre comment ça se déroule, il suffit de supposer qu'on a un peu plus de volcanisme. On va accumuler un peu de CO2, on va augmenter l'effet de serre, augmenter la température sur les continents et le ruissellement, et donc augmenter l'altération des silicates, et donc retrouver un niveau d'équilibre où le puits de carbone compense le source de carbone. Et ça, c'est important parce que lorsque la puits et la source sont à l'équilibre, on va avoir un équilibre où la pression partielle de CO2 est stable. Okay. Le problème, c'est qu'à l'Archéen, on ne peut pas partir sur cette hypothèse que le cycle du carbone inorganique fonctionne de cette manière. Alors ça, c'est lié au premier élément, c'est au modèle de croissance crustale. Ici, vous voyez les différents modèles qui sont proposés. Donc en violet, en bleu, vous voyez que c'est en fait une croissance crustale qui est assez tardive. Mais on voit aussi des éléments, des modèles de croissance crustale beaucoup plus précoces. Alors ça, c'est lié au fait à l'observation simple des différents cratons qui existent à la surface de la Terre et de les datations qu'on peut avoir. Par contre, ça c'est de la géologie observationnelle sur les continents. Ce qu'on observe dans les océans, c'est différent. Alors, il suffit de regarder les carbonates très anciens et de regarder le ratio 87 strontium sur 86 strontium de ces carbonates. Et on observe une histoire tout à fait différente. On voit ici en gris une augmentation beaucoup plus tardive du signal à haute valeur de strontium. Alors, ça veut dire quoi, ce signal qui est ici? C'est, en gros, les roches qui sont riches, qui ont un haut ratio en strontium, c'est des roches qui ont une affinité crustale. D'accord? Donc, l'absence de signal avant 2,5 milliards d'années, ça veut dire qu'a priori, les roches n'ont pas été mises à l'érosion, à l'altération. Alors, comment on peut expliquer cette dichotomie? Cette dichotomie, elle a été résolue en 2008 par Flamand et al., en supposant juste que la température potentielle du manteau était 200 degrés à peu près plus chaude qu'aujourd'hui. Et ça a une importance, ça a des conséquences assez intéressantes, c'est que vous allez changer l'équilibre isostatique du système. Et si vous changez l'équilibre isostatique, par exemple, vous allez avoir une lithosphère océanique qui est plus chaude, donc une bathymétrie qui est moins intense, parce que vous pouvez voir l'écart entre les deux courbes. Par contre, il y a une conséquence, c'est que si vous réduisez la taille du bassin océanique, mais que vous gardez le même volume d'eau, vous allez avoir un ennoiement de vos surfaces continentales. Ce qui veut dire que vers 3,8 milliards d'années, vous avez sûrement une surface continentale qui est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, à peu près 3%. Et donc là, ça va poser une question. C'est-à-dire que si votre Terre est quasiment une Terre aquatique, une aquaplanète, vous ne pouvez pas considérer que votre cycle du carbone il peut être contrôlé par l'altération continentale. Donc, il va falloir considérer un autre processus. Et c'est en ça que l'étude qu'on a faite est importante, c'est qu'on a justement essayé d'intégrer, on a essayé de développer un cycle du carbone archéen. Alors, ce cycle du carbone archéen, il est basé sur une observation qu'aujourd'hui, il existe un autre puits de carbone qu'on appelle l'altération basse température des basaltes océaniques. Concrètement, c'est la dissolution des minéraux, des silicates qui sont présents dans la croûte océanique. Alors, si vous regardez en bas à gauche, vous avez les différents processus. Donc, la manière, c'est très similaire à ce qui se passe sur le continent. Vous avez une action corrosive de l'eau qui va dissoudre les silicates présents dans la croûte océanique ou même le verre basaltique. Et ça va relâcher des cations et ça va consommer du carbone. Sauf qu'au lieu de relâcher l'alcalinité des cations dans l'océan, en réalité, ça va précipiter sous forme de veines de calcite dans la croûte océanique. Ça s'observe. Ce qui est intéressant, c'est que ce puits de carbone, il est dépendant à la fois de la température de l'océan et du gradient géothermique, mais aussi du pH. Et là, on va avoir une régulation qui va pouvoir s'opérer.
à travers ces deux éléments environnementaux, enfin, ces deux facteurs environnementaux qui vont pouvoir agir sur ce puits. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé de coupler ce modèle de cycle du carbone archéen au modèle de climat 3D développé pour l'archéen. D'accord, les petites flèches indiquent les interactions. Et on a essayé de considérer différents scénarios géodynamiques. Alors, c'était tout d'abord la température potentielle, donc le nouvel équilibre isostasique. Considérer aussi différents modèles de croissance crustale. Considérer également qu'on peut avoir une croûte océanique épaissie. Ça, c'est ce qui ressort de certaines observations archéennes. Et enfin, un modèle complètement différent, où on suppose que la géodynamique actuelle est très différente. C'est un modèle où le transfert de chaleur se fait essentiellement par volcanisme, c'est ce qu'on appelle le modèle heat pipe. Alors ça, concrètement, ça se concrétise comment dans notre modèle? Ben, vous voyez en bas à droite des changements de surface continentale et de lithologie associés à l'efficacité de chacun de ces processus. Une interaction océan-croûte océanique qui va dépendre de la vitesse d'expansion océanique et du pH de l'eau et de la température des océans, et enfin des phénomènes de recyclage liés à la vitesse de la subduction. Voilà. Donc ça, on a essayé d'intégrer ce phénomène géodynamique. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut proposer grâce à ça? Vous voyez, en gris, ce que vous voyez, c'est la fenêtre qui était proposée tout à l'heure par une approche simplement climatique, et en orange, en marron, ça dépend sur quel écran on est, on peut voir la solution à l'équilibre climat-carbone. Donc, c'est toujours des climats à l'équilibre, ça fait que la P de CO2, elle, ne change plus, et donc vous avez aussi une température qui, elle, ne change plus. Et on voit que les solutions proposées sont beaucoup plus réduites. Alors, je vais juste expliquer deux cas, juste après. Voilà, deux cas. Donc, en haut et en bas. Donc, on va commencer par le bas. Là, vous voyez le petit rond jaune tout en bas. Alors ça correspond, si vous regardez la légende, à une Terre, à un cas où il y a un modèle crustal assez important, où il y a 12% de la surface continentale qui est déjà affleurante, et une croûte océanique qui est faible, enfin amincie, c'est-à-dire que c'est la même valeur qu'aujourd'hui, c'est 6 km. Alors, déjà, on va considérer déjà l'effet de la croissance crustale. Si vous avez une croissance crustale qui est plus intense, vous allez avoir une surface continentale qui est disponible à l'altération chimique. Du coup, vous allez avoir un puits continental qui n'est pas forcément très fort, mais qui est déjà présent. Et ensuite, vous avez une croûte amincie avec, du coup, un fort taux d'expansion océanique. Si vous considérez la température potentielle du manteau, si vous regardez les équations de la convection, ça vous donne un taux d'expansion à peu près 11 fois plus fort qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une conséquence, parce que vous voyez que le processus d'altération chimique des basaltes, c'est un processus d'interface. C'est l'interface entre l'océan et la croûte océanique. Donc, si vous avez beaucoup de matériel frais qui est produit en surface, à l'interface océan-croûte, vous allez avoir une efficacité de ce puits qui est très intense. Ce qui explique pourquoi vous avez des pressions partielles de CO2 assez faibles, et du coup, pourquoi vous avez des températures à l'équilibre assez faibles, aux alentours de 10 degrés. Et vous avez l'opposé. Vous avez la petite solution bleue en haut. Alors, cette solution bleue, elle est atteinte lorsqu'on a une croûte continentale qui est absente, quasiment, c'est une aquaplanète, donc il n'y a aucun puits continental, et un modèle où la croûte océanique est très épaissie, 3 fois plus importante qu'aujourd'hui, ce qui diminue d'autant la vitesse du taux d'expansion. D'accord? Donc, comme c'est toujours un processus d'interface, vous allez réduire l'efficacité du puits océanique. Donc, dans les deux cas, vous allez avoir un puits qui est absent, qui est le puits continental, et un puits océanique qui est plus limité, qui va vous tirer vos pressions partielles de CO2 vers des valeurs plus hautes. Et ici, vous voyez que la solution la plus chaude, c'est celle qui est obtenue avec une atmosphère qui est réductrice, donc en présence de méthane. C'est la petite. Et ça équivaudrait à des températures d'à peu près 30 degrés pour les océans, en moyenne. Donc ça, c'est intéressant, mais on peut voir aussi que aucune des solutions à l'équilibre ne semble être au-dessus de cette limite violette que vous pouvez voir. Alors pourquoi on n'a aucune solution d'équilibre au-dessus de cette limite? Parce que déjà, l'atmosphère, lorsqu'il y a des fortes valeurs de CO2, c'est le principal réservoir de carbone. D'accord? Ça va avoir des incidences fortes, c'est-à-dire que vous allez vite réchauffer l'atmosphère à chaque fois que vous allez accumuler du CO2. Et imaginons que vous allez réchauffer l'atmosphère, que vous allez réchauffer les couches, les masses océaniques, et du coup amplifier d'autant l'altération des silicates océaniques. Et la même chose, si vous augmentez la quantité de CO2, vous allez augmenter augmenter l'acidification, et du coup accélérer ce puits
Et ça, c'est une limite qui a l'air assez importante parce que si vous réduisez, par exemple, la sensibilité à la température, par exemple en fixant la température des océans à une valeur constante, et ben, en fait, dès que vous passerez cette frontière, le système ne s'équilibrera plus jamais. C'est-à-dire que vous allez accumuler du CO2 de manière infinie, et du coup, vous allez commencer à chauffer vos océans, à les vaporiser, et puis finalement à perdre l'habitabilité. Donc, dans la compréhension actuelle de la représentation qu'on a fait des processus, il ne semble pas y avoir d'équilibre au-dessus de ça. Alors ça a un intérêt, c'est que finalement, si on veut comprendre l'habitabilité et aussi les conditions de vie à l'Archéen, si on garde une conception assez proche aujourd'hui des processus, on va plutôt expliquer plus facilement des températures océaniques qui seraient clémentes. Et avoir des températures chaudes de l'océan, ça nécessite une vraie réflexion sur comment il devait être le cycle du carbone à l'époque et quelles seraient les différences fondamentales par rapport à aujourd'hui. D'accord? Donc c'est vraiment une réflexion sur comment devait être la planète à l'époque. Alors ça, c'est une conclusion sur cette partie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En réalité, si au début de l'histoire de la Terre, on a eu une régulation qui est plutôt dominée par le puits océanique, on va avoir une Terre qui est régulée et on voit qu'elle va être plutôt monotone parce que les processus environnementaux qui vont la contrôler, c'est la température des fonds océaniques. Donc, on va avoir une faible dépendance climatique, même si elle existe. Et donc, au début de l'histoire de la Terre, on devrait avoir une Terre qui va manifester peu de variabilité climatique. Par contre, plus le puits océanique va diminuer en intensité, et donc plus le puits continental va augmenter avec la croissance cristale, plus le système va être réactif parce que ce qui va dépendre, le puits de carbone va être très dépendant des températures de surface. Et donc ça va amener une espèce de dynamique dans la réactivité du cycle du carbone. Et donc c'est la raison pour laquelle on va pouvoir avoir des variations climatiques beaucoup plus marquées vers la fin de l'Archéen et du Protérozoïque, et notamment un exemple fondamental de l'interaction climat-carbone à la fin du Protérozoïque, c'est les glaciations globales. Donc maintenant qu'on a travaillé sur ce qu'était un état stable, on va prendre le contre-pied total de ce qu'est un état stable. On va s'intéresser aux extinctions de masse, d'accord? Et on va regarder on va rajouter une composante, on va rajouter une brique au système. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'interaction entre l'atmosphère et la géosphère. Et si on veut étudier les extinctions de masse, il va falloir qu'on rajoute une brique qui est la biosphère. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on a fait. Voilà. Merci. Alors, hop. Donc, pourquoi on s'est intéressé à l'extinction du Crétacé-Tertiaire? Parce que c'était une époque où on avait des très bonnes contraintes, notamment sur les trappes du Décan et l'impact. Alors, elle est aussi très médiatisée, hein, on est d'accord, on connaît l'extinction des dinosaures, mais en fait, on ne s'est pas intéressé aux dinosaures, parce qu'en fait, si vous voulez comprendre, quantifier les processus qui sont à l'origine de l'extinction, si vous prenez les dinosaures comme éléments décisifs pour expliquer vos processus, il va y avoir des très bonnes contraintes sur les causes d'extinction des dinosaures, donc leurs conditions de vie. Bon, c'est des organismes continentaux, la plupart. Il y a des marins, il faut savoir s'ils supportent le froid ou pas. Enfin, c'est très complexe. Donc, on s'est intéressé à quelque chose de beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus facile à regarder, en tout cas en première approche. C'est les producteurs primaires qui sont océaniques. Et ces producteurs primaires, on n'a pas pris n'importe lesquels, on a pris les producteurs primaires qui avaient des tests carbonatés. Alors, ces producteurs primaires à tests carbonatés, ici, c'est des coccolithes. Ils ont une particularité, c'est qu'à la limite Crétacé-Tertiaire, ce que vous voyez en rouge ici, un taux d'extinction des organismes producteurs primaires qui avaient des tests carbonatés extrêmement forte, à peu près 70 à 80% à l'échelle de l'espèce et du genre, alors que les organismes qui sont producteurs primaires, qui ont des tests plutôt siliceux, ils ont un taux d'extinction de 50% à peu près. Donc cette différence dans la réponse juste par rapport à la nature de la coquille, ça a été un indicateur important. Là, ça a permis d'évoquer comme cause principale de l'extinction de ces organismes, des producteurs primaires et notamment des producteurs carbonatés, l'existence d'une acidification massive des océans. Et vous voyez que du coup, ça, c'est quantifiable. Cette perturbation environnementale est certainement quantifiable. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Alors, on avait deux facteurs géologiques à tester. L'impact de Chicxulub, donc dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Et cette météorite, elle a quand même une particularité assez exceptionnelle, c'est qu'elle est tombée sur une plateforme carbonatée riche en évaporites. Et les évaporites, il y a du gypse. Donc ici, je vous ai donné la formule de l'anhydrite, donc c'est du gypse sans eau. Et si vous voyez que lorsqu'il y a un processus de vaporisation de cette anhydrite lié à l'impact, vous allez former beaucoup d'acide sulfurique. Ça va créer des puits acides et donc acidifier l'océan. Ça a été très bien quantifié et établi dans les années 90.
Puis en parallèle, vous avez un autre facteur qui pourrait acidifier les océans, qui est les trappes du décan. Alors, vous voyez que les trappes, ils peuvent émettre deux gaz qui sont d'intérêt pour l'acidification. Le premier, c'est le SO2, qui va lui aussi faire des pluies acides. Et le deuxième, c'est beaucoup plus connu, c'est le CO2, qui va acidifier l'océan par sa dissolution. Bref, donc ça, c'est un phénomène assez bien contraint. Donc, on a essayé de prendre ces deux facteurs géologiques et on a essayé de les contraindre. Et ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'était d'avoir un climat stabilisé pré-perturbation. Donc ça nécessite quoi? D'avoir la même approche, c'est-à-dire de regarder le climat à l'équilibre avec le cycle du carbone. Donc on a pris à peu près les mêmes outils. On a pris en compte la géographie de l'époque, la constante solaire, et on a calculé l'état d'équilibre du climat avant la perturbation. Ensuite, on a dû mettre dans notre code, dans notre modèle, les processus qui allaient conduire à la perturbation environnementale. Alors le CO2 était déjà présent. Nous, on a fait un gros travail pour intégrer le soufre. Et notamment le soufre, il a un effet un peu plus que juste acidifier, c'est que le soufre dans l'atmosphère, il va se transformer. En fait, il va se combiner à l'eau, au OH présent dans l'atmosphère, il va former des aérosols sulfatés. Alors ces aérosols sulfatés, c'est des particules qui sont micrométriques, d'accord? Et ça va avoir une interaction directe avec le rayonnement visible, à la différence des gaz à effet de serre qui, eux, interagissent avec le rayonnement infrarouge. Donc si vous interagissez avec le rayonnement visible, vous allez avoir un effet direct, c'est que vous allez réduire la quantité d'énergie qui arrive à la surface de la Terre. Et du coup, vous allez conduire à un refroidissement. Ce que vous pouvez voir en bas à gauche. Là. Alors, ces aérosols sulfatés ne vont pas rester indéfiniment dans l'atmosphère. Ils vont en partie tomber sur l'océan, en partie tomber sur le continent et modifier les propriétés de l'océan. Alors, ceux qui tombent sur le continent, on va devoir faire des processus d'interaction avec les minéraux présents sur le continent pour voir comment ça va réagir et quels seraient les composés qu'on va obtenir dans l'océan via les rivières. Donc ça, c'est tout le développement qu'on a fait. Et la troisième étape, c'était d'intégrer la biosphère. Donc tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ici, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est contenu dans cette boîte, ce qu'on appelle Géoclim. Et après, on a dû, du coup, coupler cette boîte à un modèle de biodiversité et de biosphère. Alors, il est assez simple, ce modèle de biodiversité et de biosphère, mais en tout cas, il doit reposer sur des hypothèses pour modéliser la biosphère. Alors, comment on a modélisé la biosphère? On est parti sur un constat simple, c'est que la biosphère montre une dispersion en termes de richesse d'espèces qui n'est pas du tout aléatoire. On voit qu'il y a des zones de maximum de diversité, et c'est vrai que ce maximum de diversité, il n'est pas au niveau des zones les plus chaudes, mais au niveau des zones où il y a le maximum de gradient thermique. Vous pouvez voir ici. Alors, ce maximum de diversité au niveau des zones où il y a les gradients les plus forts, ça nous conduit à penser qu'il y a des phénomènes d'optimum dans la biosphère. Un optimum, c'est quoi? C'est que les organismes se sentent bien à une température d'équilibre avec une température de tolérance, ce que vous pouvez voir en bas à gauche. Là. Et donc, si on part sur cette hypothèse qu'il y a des optimums, on peut comprendre que s'il y a un fort gradient thermique, on va avoir beaucoup d'habitat sur une petite surface. Donc après, on a dû intégrer ce phénomène d'optimum dans la productivité primaire de nos organismes. Donc chaque organisme va avoir une dépendance propre au pH et à la température avec son propre optimum, sa propre température de tolérance, idem pour le pH. D'accord? Et cette productivité primaire que vous pouvez voir en haut, A, là, AI, elle est aussi indexée sur la quantité de nutriments. D'accord? Donc ici, je vous ai montré ce que pouvait représenter une tolérance par rapport au pH avec ici le pH optimum et la tolérance à un sigma. Alors, maintenant qu'on a ça, on a dû choisir le nombre d'espèces qu'on a dû utiliser. Et ici, on a fait un seul set avec 50 producteurs primaires. Certains sont carbonatés, d'autres ne le sont pas. C'est un tirage aléatoire. Tous ces processus, c'est des tirages aléatoires. Il n'y a pas d'a priori sur ce que devait être. La seule chose qu'on fixe, c'est qu'on considère que les espèces sont à l'équilibre par rapport au climat pré-perturbation. C'est-à-dire qu'on va considérer que les espèces sont à leur optimum. L'optimum de l'espèce est proche de l'optimum de la température de la zone où ils vivent. Voilà. Donc maintenant, on a modélisé l'impact de chez Chicxulub en prenant des estimations qui sont cohérentes dans la littérature, et c'est des calculs qui ont été faits par Frédéric Fluteau. On a considéré que cette injection atmosphérique est moins d'une année, un instantané à l'échelle de la géologie, et on voit ici qu'on a un refroidissement. Alors, le refroidissement, c'est directement l'effet des aérosols. En parallèle, on voit que
en plus de ce refroidissement, on a une augmentation du CO2. C'est ce que vous pouvez voir ici. Alors, ça peut être paradoxal qu'on ait un refroidissement alors qu'on a une augmentation du CO2, mais en fait, le refroidissement s'explique très facilement par l'effet d'écran créé par les aérosols sulfatés. D'accord. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est les courbes rouges et la courbe noire. La courbe noire, c'est la réponse du système lorsqu'on n'a pas de rétroaction avec la biosphère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de température d'optimum, de pH d'optimum. C'est juste dépendant du quantité de nutriments qu'il va y avoir dans le système. Alors qu'en rouge, vous voyez que c'est lorsqu'il y a une température d'optimum et un pH d'optimum. Et on voit que bizarrement, lorsqu'on prend en compte les rétroactions de l'environnement avec la biologie, on va avoir une prolongation de la perturbation. Alors pourquoi on prolonge la perturbation? Ici, c'est un exemple, mais si vous variez la température de la boîte, ce qu'on peut voir en haut, là, vous allez diminuer finalement, vous allez écarter l'espèce de l'optimum. Son optimum va être décalé par rapport à l'environnement dans lequel il vit. Du coup, sa productivité primaire va baisser. Comme sa productivité primaire baisse, la biomasse va baisser. Et comme la biomasse baisse, vous allez réduire l'enfouissement du carbone organique, qui est un puits de carbone. Et du coup, vous ralentissez le puits de carbone, alors qu'en parallèle, vous augmentez la quantité de CO2 que vous avez injecté dans l'atmosphère à cause du facteur géologique que vous considérez. On a fait exactement la même approche pour les trappes du Décan. Alors, les trappes du Décan, on a juste contraint les volumes en SO2 et CO2, basés sur des observations géologiques à travers la chimie des laves. Alors, vous voyez ici, c'est cette séquence d'éruptions qui dure 200 000 ans à peu près. Il y a à peu près 500 pulses dans cette séquence d'éruptions. Alors, cette séquence d'éruption, vous pouvez voir qu'elle n'est pas linéaire. On ne peut pas considérer un dégazage continu linéaire. Pourquoi? Parce que les données magnétiques nous montrent qu'on enregistre la variabilité séculaire du champ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, il y a des absences d'enregistrement. Ce n'est pas continu. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de quiescence dans le volcanisme. Et si vous voyez qu'il y a à peu près 500 événements volcaniques sur 200 000 ans, vous comprenez bien qu'il y a quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années entre chaque pulse. D'accord? Donc là encore, c'est un tirage aléatoire. La seule chose qui est contrôlée, c'est les volumes finaux. Alors, qu'est-ce que ça donne? On voit, comme on s'y attendait, une augmentation du CO2 qui paraît linéaire, comme ça, vu avec une échelle log, que vous pouvez voir en haut à gauche. Mais lorsque vous voyez le signal en température, vous voyez qu'en réalité, si vous zoomez sur ce qui se passe à petite échelle de temps, ce qui est en bas à gauche, là, vous voyez qu'en fait, dans ce réchauffement long terme, il y a des refroidissements très abrupts et très brefs, de plusieurs degrés. Et ça, c'est directement lié à l'effet des aérosols sulfatés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la mise en place d'un trap, ce n'est pas quelque chose qui va réchauffer de manière standard l'atmosphère, c'est un événement géologique qui va amener un climat très contrasté. Un réchauffement sur le long terme, mais où s'intercalent de nombreux événements de refroidissement. Alors ça va avoir des conséquences, parce qu'en plus de ces variations de température, vous allez acidifier les eaux. Et vous voyez qu'en noir, vous avez la réponse sans rétroaction biologique, avec un réchauffement qui est aux alentours de 2 degrés dans les basses et moyennes latitudes, alors qu'en rouge, vous avez la réponse finale lorsqu'on prend en compte la rétroaction de la biologie. Donc à peu près un doublement du réchauffement, à peu près 3,5, avec une augmentation du CO2 qui est très importante, plus de 50%. Donc là, ça veut dire qu'il y a un vrai phénomène d'amplification de la perturbation lorsqu'on prend en compte la sensibilité des organismes à l'environnement. Alors maintenant, on a couplé les deux. Alors en haut, vous voyez l'évolution du CO2, après la variation de la température, toujours si contrastée, puis la variation du pH, dont je n'ai pas présenté, mais vous pouvez voir ici. Et vous voyez que, en gros, c'est assez continu, l'acidification, avec un pic d'acidification au moment de l'impact, parce que c'est vraiment un gros volume. Et on voit que finalement, l'acidification a commencé largement avant. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est l'évolution des biomasses. Alors, je ne pense pas que vous voyez bien, mais en bleu clair, il y a les organismes calcifiants. Et en noir, c'est les organismes qui sont non calcifiants. Et vous pouvez voir que la biomasse réduit beaucoup plus les organismes qui sont calcifiants et leur sensibilité justement au pH lié à l'acidification des eaux. Les deux étant soumis à la même variation en température. Et on voit que c'est intéressant, c'est qu'on peut faire une estimation du taux d'extinction. Il suffit juste de supposer à partir de quand une espèce est éteinte. On a supposé ici qu'il y avait à partir de 1% de la biomasse pré-perturbation, on avait une extinction dans l'enregistrement fossile. Et là, ce que vous pouvez voir en bleu, c'est justement les taux d'extinction qui peuvent correspondre à peu près à 80% chez les organismes calcifiants et à peu près 50-60% pour les organismes non calcifiants.
Et on voit qu'il y a un saut abrupt au niveau de l'impact, mais qui a commencé avant. Donc ça veut dire qu'en fait, les deux facteurs sont liés, mais certainement que les deux événements permettent d'expliquer l'extinction. Il y a un phénomène qui est plus important en termes de volume et d'effet sur le long terme, c'est le trappe du décan. Mais l'effet qu'on peut voir instantanément, c'est vraiment l'impact. C'est peut-être pour ça que dans le registre fossile, on peut voir cet événement comme chose d'instantané, alors que finalement, la déstabilisation a commencé un peu avant, même 100 000 ans avant, avec les trappes du décan. Donc là, c'est ce que j'aurais pu vous présenter il y a 2 ans. D'ailleurs, je l'ai présenté il y a 2 ans, sur ce qui pouvait se passer avec les phénomènes géologigiques et leur lien avec l'interaction avec la biosphère. Je dis, voilà, finalement, des phénomènes géologiques majeurs comme les trappes du décan, l'impact, ça va augmenter les perturbations environnementales avec la rétroaction du cycle du carbone organique. Et donc, finalement, on a un bon mécanisme pour expliquer pourquoi une petite perturbation, finalement, parfois, va créer des gros effets. Donc, suivante. Ça nous a conduit à essayer de refaire ces simulations avec des nouvelles informations qui avaient été données en 2019. Alors, ces informations, c'est les suivantes. Ce que vous pouvez voir en haut à droite, c'est Sean et al. Qui a publié ça. C'est un nouveau modèle de dégazage. Ça ne veut pas dire que le dégazage n'est pas par pulse, il est toujours par pulse, sauf que ces pulses, au lieu d'être sur 200 000 ans, ils sont groupés dans des périodes extrêmement actives où les pulses vont s'enchaîner. D'accord? C'est ce que vous pouvez voir ici en orange ou rouge, selon l'écran que vous avez. Donc ici, vous avez quelque chose de très intense en termes. Donc il y a beaucoup de pulses qui vont être présents à ce moment-là, puis après une période de quiescence, et après une autre reprise. Alors ça nous a permis de faire un nouveau modèle de dégazage que vous pouvez voir en bas. Et on a commencé à faire des tests justement sur le nombre d'espèces et sur le nombre de la variabilité au sein de ces sets qu'on va tester. Et donc cette fois, j'ai fait 10 tests au lieu d'un, et au lieu d'avoir 50 producteurs primaires, j'en ai pris 200 pour voir l'effet. Et là, aux surprises, lorsque je regarde les effets, en noir, l'effet moyen, et en vert, l'effet à 1 sigma, et en rouge, on fait un sigma, enfin, les deux sont 1 sigma, on voit finalement que la réponse moyenne est très faible. En fait, il n'y a quasiment pas d'effet. Alors, il y a 1 sigma, en fait, il y a un des 10 groupes qui a répondu très fortement, mais les 9 autres ont répondu très faiblement. Et ça, en fait, on peut le généraliser. C'est-à-dire que si vous faites un modèle théorique sur comment va se comporter le modèle, la biosphère, finalement, on peut la prédire en fonction du nombre d'organismes que vous pouvez prendre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez en bas à gauche, là, le nombre de groupes que vous prenez. Donc, on peut aller jusqu'à 10 000. Si vous prenez 10 000 groupes, ça veut dire que finalement, vous avez 10 000 groupes qui font de la productivité primaire dans votre boîte. Et donc, quelle que soit la température que vous allez appliquer à cette boîte, il y aura toujours un groupe avec un optimum qui va correspondre à cette nouvelle température. Donc, il va toujours maximiser la productivité primaire. Donc, finalement, si on maximise toujours la productivité primaire, on ne va jamais mettre en place cette boucle. Par contre, quand vous commencez à sous-échantillonner, vous voyez en bas à gauche, finalement, vous allez sortir les espèces de l'optimum. C'est-à-dire que vous allez avoir une température de l'environnement ou le pH de l'environnement qui ne va pas correspondre à un groupe ou à un ensemble de groupes qui va leur permettre d'être à l'optimum en termes de productivité primaire. Et si vous réduisez la productivité primaire, du coup, vous allez réduire la biomasse et donc le carbone enfoui, et donc commencer cette boucle qu'on a vue tout à l'heure. Donc en fait, c'est des situations sous-optimales, et ces situations sous-optimales existent lorsque vous avez un faible échantillonnage, parce que finalement, c'est le hasard, c'est-à-dire que vous échantillonnez au hasard des espèces dans un groupe. Et ça va nous amener directement aux perspectives. Donc en gros, si on veut essayer de comprendre les extinctions de masse, en tout cas comme je les comprends, il y a eu il y a 2 grandes étapes. La première étape, c'était de se dire, en fait, finalement, les extinctions de masse, c'est une relation entre le volume des trappes et la quantité d'extinction, la quantité d'espèces extinctes. Et puis, on s'est rendu compte que cette relation elle était quand même pas mauvaise, mais pas valable en réalité quand on la regarde en détail. Et 10 ans plus tard, on a dit, en fait, ça s'explique par la chimie des gaz, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs locaux qui vont expliquer pourquoi un petit événement va créer des perturbations très importantes, comme la Sibérie par exemple, parce qu'il y a un bassin sédimentaire qui est très particulier au Permien, qui va créer cette condition avec beaucoup d'évaporites. Voilà, donc ça pouvait expliquer. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un troisième effet, qui est l'effet de la fragilité de la biosphère. Et donc, c'est certainement la somme de ces 3 facteurs qui vont jouer, avec un équilibre entre la fragilité de la biosphère versus la perturbation inorganique.
Et donc, c'est ça, je pense, qui est le point à développer dans les prochaines années. Donc ici, à gauche, vous voyez une chaîne théorique et une chaîne trophique. Donc ici, vous voyez des liens, des traits, c'est des liens de prédation, entre des petits cercles. Alors les petits cercles, c'est des producteurs primaires, et plus vous voyez le chiffre grandir, plus c'est des prédateurs à des étages trophiques supérieurs. D'accord? Donc ça, c'est important parce que nous, ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant, c'était que des producteurs primaires qui étaient en gros homogènes les uns aux autres. Il n'y avait pas forcément de groupe prépondérant, alors que forcément la biosphère, c'est pas quelque chose où tout le monde partage équitablement l'environnement. Non. Donc il va y avoir nécessairement des groupes d'importance. Et ça, on ne peut pas essayer d'étudier la biosphère et ses groupes d'importance si on ne se rapproche pas de la paléontologie, qui sont les experts de la biodiversité passée. De la même manière, il va y avoir des effets avec des effets dominos dans les chaînes trophiques, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des étages trophiques supérieurs, vous allez être victime de manière encore plus flagrante de ce qui va se passer à l'échelon inférieur. Et donc, vous allez avoir une sommation des effets de tolérance ou d'absence de tolérance. D'accord ? Donc là encore, c'est essentiel de pouvoir avoir des interactions avec la paléontologie pour pouvoir justement essayer de se comprendre qui est où dans la chaîne. Alors ça, c'est vraiment un truc exploratoire. Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire en partie, c'est regarder l'autre facteur de fragilité de la biosphère, c'est la part qui est liée à la perturbation inorganique. Donc on l'a beaucoup fait déjà en essayant d'intégrer dans des codes du cycle du carbone justement ces phénomènes courte échelle et longue échelle, en regardant la temporalité, comme on peut le voir ici sur ce scénario développé par Sean et al. Et enfin, ça c'est un élément qui doit être développé, il y a certainement des configurations géologiques qui doivent favoriser la fragilité des organismes. On a vu tout à l'heure que si vous aviez énormément d'espèces, finalement, vous aviez toutes les solutions possibles à votre disposition si vous changez l'environnement. Mais en réalité, vous allez pouvoir réduire l'espace. Et réduire l'espace, ça veut dire que vous allez avoir des bassins fragmentés ou qui ne communiquent pas les uns aux autres. Et si vous avez des bassins qui ne communiquent pas les uns aux autres, c'est-à-dire que vous avez des groupes qui vont être disjoints. Et donc, localement, vous n'avez pas à avoir une infinité de possibilités, mais seulement une fraction de ces possibilités. Et donc, plus vous allez fragmenter votre biosphère, en tout cas des groupes, certainement plus vous allez fragiliser la biosphère. Et ça, je pense que c'est un élément très intéressant à étudier avec justement des configurations géologiques qui pourraient être sous-optimales ou optimales pour les extinctions de masse. Voilà. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette étude? C'est que finalement, la biosphère, la Terre, pardon, elle est soumise à deux grandes régulations. Inorganique, qui est toujours constante, toujours présente sur Terre, qui peut prendre plusieurs formes en fonction du visage de la Terre, et qui nécessite seulement de l'eau liquide et du matériel altérable. Si vous enlevez ces deux paramètres, l'habitabilité de la Terre est remise en question. D'accord? Et une autre régulation qui donc a dû se mettre en place assez tôt, parce que les premières traces de vie sont assez précoces, c'est la régulation par la biosphère. Mais cette biosphère a certainement une action ambivalente, c'est-à-dire que la majorité du temps, elle va être stabilisatrice lorsque la situation est optimale pour la biosphère, mais dans des périodes courtes ou rares, où la biosphère est fragilisée, elle va être capable de faire une amplification de la perturbation inorganique. Voilà, merci.